Le Dr Yan Limeng, une lanceuse d'alerte, atteste que le coronavirus a été créé dans un laboratoire. En 2013, des chercheurs chinois avaient déjà créé un virus dont beaucoup ont averti qu'il pourrait provoquer une pandémie mondiale. Plus de 200 000 personnes de la ville de Ruili, dans le sud-ouest de la Chine, doivent subir des tests de dépistage du virus. La population se questionne à propos des informations officielles. Passons maintenant aux protestations pro-démocratiques de Hong Kong, dont certaines se déroulent dans la clandestinité. 2 photos sont apparues sur les réseaux sociaux, montrant une manière peu commune d'exprimer ses convictions. La filiale financière du géant chinois Alibaba, Ant Group, devrait être introduite en bourse à Hong Kong. Un syndicat basé à Washington avertit que les liens de l'entreprise avec le régime chinois pourraient en faire une cible potentielle des sanctions américaines, ce qui entraînerait des risques pour les investisseurs. Le régime chinois poursuit sa campagne visant à remplacer la langue mongole par le chinois simplifié. Il prévoit maintenant de nouvelles mesures qui suscitent de vives réactions. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Un nouveau rapport sur l'origine du virus du Parti communiste chinois attire une fois de plus l'attention. Mais il y a 7 ans, des chercheurs chinois avaient déjà créé un virus hybride. Les scientifiques alertaient sur le fait qu'il pourrait provoquer une pandémie mondiale. Le rapport d'une virologiste chinoise soutient les affirmations selon lesquelles le coronavirus pourrait avoir été créé dans un laboratoire. Le Dr Yan Limeng, une scientifique qui a quitté la Chine au début de cette année, a publié l'article sur une plateforme numérique en libre accès. Le document n'a plus qu'à être examiné par des experts. La question de savoir si le virus a été créé par l'homme ou non reste un sujet de débat acharné. Mais il y a quelques années, on a découvert que des scientifiques chinois avaient créé une nouvelle souche de virus potentiellement mortelle. Si elle était disséminée, elle pourrait déclencher une pandémie mondiale. En 2013, un groupe de chercheurs chinois a combiné 2 virus en laboratoire. L'un est très mortel, mais ne se transmet pas facilement d'homme à homme. L'autre est beaucoup moins mortel, mais se propage très facilement. Le virus hautement mortel est le H5N1, plus connu sous le nom de grippe aviaire. Comme son nom l'indique, il ne se transmet généralement que des oiseaux aux humains. Mais les chercheurs chinois ont réussi à créer un nouvel hybride à partir de ce virus, qui se propage facilement entre les cobayes. Aujourd'hui, la souche se transmet plus facilement entre les mammifères. Chen Hualan, directrice du laboratoire national chinois de la grippe aviaire, a dirigé l'étude. Les médias d'État l'ont félicité pour ses réalisations. L'article a été publié sur le site web d'un magazine lié à la science, mais il a rapidement suscité des réactions défavorables de la part de la communauté scientifique. Des scientifiques de haut niveau ont critiqué les chercheurs chinois, affirmant que le nouveau virus hybride pourrait provoquer une pandémie mondiale s'il s'échappait accidentellement du laboratoire. Robert May, un ancien responsable scientifique du gouvernement britannique, a qualifié les chercheurs d'épouvantablement irresponsables. Dans une interview accordée au journal britannique The Independent, il a déclaré « Le bilan des rétentions dans des laboratoires comme celui-ci n'est pas rassurant. Il provoque la transmission interhumaine d'un virus très dangereux. » Pendant l'étude, les chercheurs chinois ont créé plus de 100 nouveaux virus en laboratoire. Ils ont déclaré que l'étude visait à poursuivre le développement de vaccins. Mais May n'était pas convaincu. Il a ajouté « Ils affirment qu'ils font cela pour aider à développer des vaccins et d'autres choses similaires. En fait, la vraie raison est qu'ils sont motivés par une ambition stupide et sans aucun bon sens. » Passons maintenant au Parti communiste chinois, ou PCC, et à la situation du virus en Chine. Un nouveau cas de virus a été confirmé mardi 15 dans la ville de Hezhe, dans la province du Shandong, d'après un document interne qui circule en ligne. Jusqu'à présent, l'épidémie n'a fait l'objet d'aucune couverture médiatique en Chine. Un habitant du village de Chiji nous a confié que le nouveau patient avait été découvert à l'intérieur de leur village. Il a d'abord été dépisté positif au virus après son retour de Dubaï le mois dernier. À l'époque, il avait reçu un traitement jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Mais maintenant, il est confronté à une nouvelle phase de symptômes. En conséquence, le village est en quarantaine. Les routes et les autoroutes ont été bloquées et les villageois ne peuvent plus sortir. Une vidéo circule sur les réseaux sociaux chinois, avertissant les gens de rester à l'écart du village. Plus de 200 000 personnes de la ville de Ruili, dans le sud-ouest de la Chine, doivent subir des tests de dépistage du virus du Parti communiste chinois. En effet, la ville est maintenant en quarantaine en raison d'une épidémie. Les autorités locales encouragent même les habitants à signaler ceux qui refusent de se soumettre aux tests en leur offrant des avantages en échange d'informations. Les autorités municipales n'ont signalé que 2 nouvelles infections jusqu'à présent. Mais selon les médias locaux, un hôpital de fortune disposant de près d'1 millier de places a été construit à proximité. La construction aurait été achevée le jour même de l'annonce de la mise en quarantaine de la ville. Selon un autre rapport, le même jour, 200 membres du personnel médical de la ville voisine de Dali ont été envoyés à Ruili en renfort. Ces mesures sévères en surprennent plus d'un. Certains habitants ont commencé à se demander pourquoi les fonctionnaires mettaient en place des mesures aussi extrêmes s'il n'y a vraiment que 2 cas confirmés dans la région.
Le régime chinois poursuit sa campagne visant à remplacer la langue mongole par le chinois simplifié. Il prévoit maintenant de nouvelles mesures pour supprimer le mode de vie nomade traditionnel des Mongols. Les tentatives de Pékin pour éliminer la culture traditionnelle se poursuivent, cette fois-ci en ciblant le mode de vie traditionnel mongol. L'année dernière, les éleveurs de la région autonome de Mongolie intérieure en Chine sont descendus dans la rue pour protester. Le régime a en effet imposé de nouvelles réglementations en août, autorisant les sociétés agricoles commerciales à s'approprier des terres sans l'accord des autorités. Cela pose particulièrement problème aux nomades mongols qui se déplacent généralement dans les prairies chinoises pour y faire paître leur bétail. Selon Pékin, l'interdiction totale du pâturage pour le bétail vise à rétablir l'écosystème des prairies. Mais les nomades racontent une autre histoire. Pendant des siècles, leurs animaux se sont nourris des prairies naturelles, ce qui leur a permis de paître plutôt paisiblement. Lorsque l'herbe est épuisée dans une région, les nomades conduisent leurs animaux ailleurs. En même temps, le fumier laissé derrière eux aide à fertiliser et à reconstituer la zone afin que de nouvelles herbes puissent pousser. Liu Shorun, un professeur d'université à la retraite de Mongolie, a déclaré à la presse sur les droits de l'homme Bitterwinter qu'il soutenait le mode de vie nomade. Il reproche à la pratique de laisser le bétail sur place de nuire à la région, comme le font les élevages industriels. Il a expliqué que cette pratique ne laisse pas le temps à l'herbe de repousser. À la fin juillet de cette année, les autorités chinoises ont tenu une réunion sur la possibilité d'interdire le pâturage nomade. Avant que la proposition ne soit adoptée en tant que loi, elles ont ordonné une enquête sur la question. Il a été conclu que l'interdiction aiderait à mettre en œuvre la théorie du dirigeant du Parti communiste, les réflexions de Xi Jinping sur la civilisation écologique. Les nomades ont été progressivement évincés de la région depuis 2011. À leur place, les compagnies minières ont été autorisées à s'implanter et les habitants se plaignent des dommages causés aux prairies. Bitterwinter a mis en avant la publication d'une femme mongole sur les réseaux sociaux suite à cette annonce. Elle a écrit « Si on nous interdit le pâturage, en quoi est-ce différent de nous abattre ?» Et à Hong Kong, une société qui sera bientôt cotée en bourse devrait réaliser l'une des plus grandes introductions en bourse de l'histoire. La filiale financière du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, Ant Group, devrait être cotée à la bourse de Hong Kong et à Shanghai. Elle cherche à lever l'équivalent de 25,33 milliards d'euros grâce à la double cotation. La société chinoise de technologie financière, ou FinTech, est la société mère d'Alipay, une application de transfert d'argent qui compte plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs, majoritairement en Chine. Elle a traité plus de 17 billions de dollars de transactions au cours des 12 mois précédant le mois de juin. Ant Group a évité New York pour son inscription sur la liste, les tensions entre les États-Unis et la Chine étant en hausse. De plus en plus d'entreprises chinoises font l'objet d'une surveillance accrue de la part de l'administration Trump pour des raisons de sécurité nationale. L'audience d'introduction en bourse de Ant Group à la bourse de Hong Kong pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine. Bien que la société ne soit pas cotée à New York, les investisseurs américains seront en contact avec elle par l'intermédiaire du marché de Hong Kong. Cette situation, combinée à la participation de Ant Group à certains des programmes les plus controversés du régime chinois, explique que certains s'inquiètent de cette introduction en bourse. Une ONG basée à Washington a envoyé cette semaine des lettres au président Trump ainsi qu'aux banques d'investissement américaines qui ont aidé à l'introduction en bourse. Elle a averti que l'argent des investisseurs américains pourrait être utilisé pour financer les efforts de Pékin qui cherchent à contrer les sanctions américaines provoquées par sa répression de Hong Kong, sa surveillance à grande échelle du peuple chinois et la persécution du groupe ethnique ouïghour au Xinjiang. Le président Trump a signé en juillet dernier un décret révoquant le statut commercial spécial de Hong Kong. C'est une réponse à la répression de Pékin contre la liberté de la ville semi-autonome. Cette décision nuirait à la capacité de la Chine à obtenir des investissements étrangers directs de Hong Kong, qui représentent plus de 60% de son PIB total. Mais les entreprises chinoises comme le groupe Ant et son impressionnante entrée en bourse montrent que Pékin pourrait continuer à accéder à des centaines de milliards de financements étrangers, ce qui paralyserait la sanction de Washington. En attendant, selon un rapport sur les risques du groupe consultatif RWR, Ant Group et Alibaba sont tous deux des investisseurs de Megvii Technologies. C'est une entreprise sanctionnée par les États-Unis et elle a été ajoutée à la liste des entités pour avoir permis au régime chinois de procéder à la détention et à la surveillance de masse des Ouïghours du Xinjiang. La semaine dernière, un commentaire d'un investisseur chinois renommé a alimenté la polémique en affirmant que Ant Group avait partagé des données de reconnaissance faciale avec le fournisseur de systèmes de surveillance Megvii. Il s'est ensuite excusé, qualifiant cette déclaration d'inexacte. L'entreprise participe également à la mise en place du système controversé de crédit social chinois qui suit les déplacements et les achats de ses citoyens. Ce système sert à récompenser et à sanctionner les citoyens pour leur comportement.
En 2018, Washington a opposé son veto à la tentative d'achat de la société américaine de transfert d'argent MoneyGram par Ant Group en invoquant des préoccupations de sécurité nationale. L'acquisition aurait donné à la société chinoise l'accès à tous les comptes d'utilisateurs de MoneyGram, y compris ceux appartenant au personnel militaire américain. Le bénéficiaire de l'introduction en bourse serait Alibaba et de nombreuses entreprises d'État chinoises qui détiennent des actions de Ant Group. Le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, a annoncé publiquement que tant que le pays en aura besoin, Alibaba est prêt à dédier Alipay au pays à tout moment. Dans son document d'information sur l'introduction en bourse, Ant Group a cité les sanctions américaines potentielles comme étant des risques pour ses activités. L'administration Trump a précédemment indiqué qu'elle pourrait s'en prendre à la société mère de Ant Group, Alibaba. Elle a averti qu'il était dangereux de stocker des informations américaines sur des réseaux dématérialisés gérés par Alibaba. Dans ses lettres ouvertes, l'ONG basée à Washington appelle le président Trump à, je cite, « encourager les Américains à investir de manière patriotique et à refuser de donner au régime chinois les ressources qui lui permettent d'opprimer son propre peuple et de menacer le nôtre avec l'aide d'entreprises comme Ant Group ». Passons maintenant aux protestations pro-démocratiques de Hong Kong, dont certaines se déroulent dans la clandestinité. 2 photos sont apparues sur les réseaux sociaux, montrant une manière peu commune d'exprimer ses convictions. L'une d'elles montre des gâteaux de lune faits sur commande, une pâtisserie chinoise traditionnelle habituellement consommée pendant le festival de la mi-automne. Des mots et des phrases de soutien aux forces de police de la ville y sont gravés. Mais une deuxième photo révèle un bout de papier fourré dans la pâtisserie. Le message se lit comme suit. « Liberté pour Hong Kong, la révolution de notre temps ». On ne sait pas exactement d'où provient le message, mais son sens est clair. Le mouvement pro-démocratique de Hong Kong est toujours présent. Selon un nouveau rapport, les investissements entre les États-Unis et la Chine ont atteint leur point le plus bas depuis 9 ans. Avec la position très ferme de l'administration Trump face aux entreprises chinoises concernant les préoccupations de sécurité nationale, cela pourrait continuer à baisser. Selon les données semestrielles de 2020, les investissements bilatéraux entre les États-Unis et la Chine sont à leur niveau le plus bas depuis 9 ans. Cette tendance semble se poursuivre alors que la pression monte pour que les entreprises chinoises quittent les États-Unis. Un rapport du cabinet de conseil Rhodium Group indique que les investissements, y compris les flux de capital risque, sont tombés à près de 11 milliards de dollars entre janvier et juin. C'est une baisse d'un peu plus de 16% par rapport à l'année dernière, la pandémie ayant en partie contribué à cette chute. Cela est loin des chiffres semestriels de près de 40 milliards de dollars observés en 2016 et 2017. L'administration du président Trump a fortement étendu les actions visant à entraver les entreprises chinoises, citant les risques de sécurité nationale comme une préoccupation majeure. Mais il n'y a pas que les États-Unis. La multinationale suédoise H&M vient d'annoncer qu'elle va couper les liens avec son producteur de coton chinois qui opère dans la région du Xinjiang en Chine occidentale. Une déclaration de l'entreprise se lit comme suit. Le groupe H&M est profondément préoccupé par les rapports des organisations et des médias qui comportent des accusations de travail forcé et de discrimination des minorités ethno-religieuses dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. H&M a ajouté qu'elle supprimera progressivement sa relation commerciale indirecte avec le fournisseur chinois de coton, indépendamment de l'unité et de la province, au cours des 12 prochains mois. Au vu de ces abus présumés, la NBA a également confirmé récemment qu'elle avait rompu ses liens avec une académie de basketball du Xinjiang. Les pays démocratiques s'opposent à l'utilisation de la technologie par la Chine pour influencer les autres puissances mondiales. Des chercheurs des États-Unis, d'Europe et du Japon se regroupent pour former une alliance technologique composée de pays démocratiques afin de contrer le régime chinois. Son nom est Code commun, une alliance pour une politique démocratique de la technologie. La proposition devrait être publiée le mois prochain. Selon le site d'information américain Axios, qui a consulté une version de la proposition, celle-ci énumère 14 étapes pour mettre en place des lignes directrices en matière de confidentialité numérique, de sécurité des chaînes d'approvisionnement et de la mise en commun des recherches. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre des analystes du Centre pour la Nouvelle Sécurité américaine, de l'Institut Mercator pour les études chinoises de l'Allemagne et de l'Initiative Asie-Pacifique du Japon. Les pays membres fondateurs sont l'Allemagne, l'Australie, le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Selon Axios, la proposition met en garde contre les dangers qui accompagnent le fait que le régime chinois dicte les termes de l'économie mondiale. Il ajoute que cela n'a d'intérêt pour aucune autre puissance que celle de Pékin et que cela constitue une menace pour la sécurité nationale de la plupart des pays. La question est centrée sur la politique industrielle de la Chine. Les champions nationaux chinois bénéficient d'un avantage déloyal sur le marché mondial en raison de l'importance des subventions et des prêts accordés aux entreprises technologiques chinoises ainsi que de l'espionnage économique.
En outre, le régime chinois a mis l'accent sur la collecte massive de données et la surveillance, ce qui constitue une menace pour la vie privée et la sécurité nationale d'autres pays. La nouvelle alliance technologique prévoit de contrer ces menaces de plusieurs manières, notamment en mettant l'accent sur des chaînes d'approvisionnement sûres et diversifiées, en s'assurant que l'intégrité des technologies et des recherches importantes soit protégée, en investissant davantage dans les technologies et en prenant l'initiative de définir des normes, je cite, conformes aux valeurs démocratiques. Les démocrates du Sénat américain ont présenté jeudi dernier un nouveau projet de loi pour contrer la Chine. D'un montant de 350 milliards de dollars, cette stratégie est la plus complète jamais adoptée contre Pékin. Elle est menée par les sénateurs Chuck Schumer et Bob Menendez. L'objectif est de canaliser l'argent vers les industries scientifiques et technologiques des États-Unis afin de moins dépendre de la Chine. Le président de la commission sénatoriale des relations extérieures, le sénateur Jim Risch, a déclaré jeudi dernier lors d'une audition qu'il espère que les démocrates et les républicains pourront se rencontrer à mi-chemin et combiner leurs propositions. Il a déclaré que c'était une question américaine et non une question partisane. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez cliquer sur le symbole en forme de cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de nos vidéos. Très bonne soirée et à bientôt.